Et bien sûr, la suite, on va rester dans la sphère, dans la spirale, bien sûr, de tout ce qui est environnement et développement durable, surtout. Dans un instant, nous serons avec Cédric Lombardo. Le thème aujourd'hui, c'est quel transport durable pour la Côte d'Ivoire? Oui, je vois bien déjà, des gens se disent, ah, mais est-ce que c'est possible en Côte d'Ivoire? Est-ce que, oui, tout est possible. C'est une question de volonté. Le transport urbain est un levier majeur, mesdames et messieurs, de la croissance économique des pays africains, notamment au sud du Sahara. C'est aussi l'un des secteurs les plus polluants. Hélas, des émigrants de Cotonou, ou Woro d'Adiaké, ou de Bouna. C'est vrai dans les Baka d'Abidjan, c'est vrai dans tous les pays, plus encore dans nos pays africains. Il y a toujours son quart d'heure où sa journée est polluante. Le secteur est en souffrance. Parc auto vieillissant, il fallait s'y attendre. Véhicules en très mauvais état, dégradation des infrastructures. Incivisme, on ne le dira jamais assez. Vous savez, la belle politesse légendaire des automobilistes et des conducteurs, pollution, insécurité routière et tutti quanti. Alors, le transport est un enjeu. On ne le dira jamais assez parce qu'on dit que quand le transport va, tout va aussi. C'est très important. Alors, c'est un enjeu primordial pour les villes africaines durables. Alors, il faut résoudre des questions économiques, environnementales, sociales, et surtout civique, n'est-ce pas, ma très chère Alice? Bien évidemment, et l'argent, vous en avez, vous savez en parler, bien sûr. La Banque mondiale sait saisir la question. En février 2019, elle a publié son 8e rapport sur la Côte d'Ivoire, à savoir que la route soit bonne, améliorer la mobilité urbaine à Abidjan. Comment relever donc les contraintes majeures qui minent le transport urbain? Comment construire un réseau de transport performant? Quels problèmes à identifier pour quelles solutions à proposer? Quel transport durable pour la Côte d'Ivoire? Monsieur Cédric Lombardo nous présente donc les principaux renseignements de ce rapport-là. On a deux Lombardo aujourd'hui. On a celui qui est là tout le temps avec nous ce matin. Bonjour. Et à la relève lombardesque qui est tout juste, là à côté. Alors, première question, Cédric, comment était la route ce matin? La route ce matin, elle était bonne parce qu'il faut qu'elle soit bonne, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand on vient de Bassam, qu'on arrive sur Abidjan, dès qu'on arrive sur Anani, Adjoufou, etc., on voit que la route dès 6 h du matin est déjà extrêmement animée. Et puis malheureusement, on se rend compte qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. On a une 3 voies pour venir de Grand Bassam jusqu'à Abidjan. La voie de gauche, complètement à gauche, vous avez que les camions, les gros bus, les ceci, cela. La voie de droite, si ce n'est pas le marché, ça sera les Baka, les Woro, etc. Donc, vous n'avez qu'une seule voie pour rouler. Et le vrai problème, c'est que la route aujourd'hui n'est pas quelque chose de serein, n'est pas quelque chose de bienveillant, n'est pas quelque chose qui nous fasse plaisir. Ça nous réveille. Ça coule pas de source, toujours. Alors, il existe plusieurs formes de transport que vise le rapport de la Banque mondiale précisément. Alors, il existe plusieurs formes de transport parce qu'on a transport aérien, transport bateau, transport avec les trains et la route. Mais le rapport est essentiellement concentré sur la mobilité urbaine, à savoir comment améliorer le transport dans les villes, puisque c'est vrai que quand on rentre dans une ville comme Abidjan, on a extrêmement de personnes qui sont réunies sur ce même territoire. Et on voit bien que dès qu'il y a un tout petit problème quelque part sur la route, il va y avoir des conséquences sur une longue distance. Et il va y avoir des conséquences pour des milliers de personnes qui sont soit en ralentissement, soit en embouteillage. Et tout cela a un coût social, un coût économique et surtout un coût environnemental. Est-on obligé d'attendre forcément un rapport de la Banque mondiale? Nous-mêmes, Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire de rapport, des enquêtes pour avoir ça? Et puis, quels sont les différents enjeux qui se rapport avec? Non, je pense qu'il y a quand même une conscience de la part du gouvernement, j'ai envie de dire, sur les thématiques de transport. On voit beaucoup de petites améliorations, etc. Je pense aussi qu'il y a toujours des petites difficultés par rapport au financement, parce qu'il y a beaucoup d'outils pour apporter des solutions, ne serait-ce qu'un feu rouge. Un feu rouge est un instrument magique pour être capable de réguler ce flux de véhicules qui va avancer. Mais pour revenir à votre deuxième question sur les enjeux qui ont été soulignés par la Banque mondiale, et j'espère que tout le monde en a largement conscience, surtout les usagers du transport urbain, on vous a préparé deux petites capsules vidéo. Donc la première qu'on va diffuser est concentrée sur les enjeux économiques et environnementaux. Donc c'est ce qu'on peut lancer tout de suite. Alors on va la lancer. Vous voyez d'ailleurs la belle affiche de notre 3e pont sur la vidéo, sur Tala. Alors les premiers enjeux, ce sont les enjeux économiques. Alors ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que sur Abidjan, vous allez vous rendre compte que les Abidjanais, dépensent 4,1 milliards de francs CFA par jour. C'est gigantesque. Wow. Ça nous fait par jour. Énorme. Ça fait 1200 milliards. It's huge. It's huge. 1200 milliards de francs CFA par an, 2 milliards d'euros. Vous imaginez un peu la valeur économique de ce lieu. Et en plus de ça, si vous regardez simplement Abidjan, vous avez pratiquement 10 millions de déplacements qui vont avoir lieu par jour. Mais tenez-vous bien, nous passons en moyenne 3 heures par jour dans les transports. 1h30 aller, 1h30 retour. C'est énorme. Moi, j'ai des collaborateurs qui viennent de Yopougon pour venir travailler à Bassam. Pour eux, c'est une catastrophe chaque jour. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque entreprise, automatiquement, la qualité du transport, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant.
pour 57% de ces entreprises. Parce que on ne sait jamais si le collaborateur va arriver, s'il a eu un accident, etc. etc. Ça, donc, c'était le volet des enjeux économiques et nous avons aussi des enjeux environnementaux. Et là, naturellement, vous n'allez pas être surpris, la pollution de l'air augmente de plus en plus à Abidjan. Non seulement parce que nous avons le trafic motorisé, de plus en plus de véhicules, mais bien entendu parce que nous avons des embouteillages. Et tous ces véhicules à l'arrêt, ils n'avancent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent des gaz à effet de serre, ils polluent, ils polluent. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que l'émission des fameux gaz à effet de serre de CO2 est d'autant plus importante que nous avons un manque d'entretien sur nos véhicules, nous avons un manque de contrôle. Le contrôle technique existe, mais allons-nous jusqu'au bout du contrôle technique? Et naturellement, nous avons des véhicules qui sont vieux, qui sont abîmés et donc qui sont extrêmement polluants. Ça, ce sont nos principaux enjeux que nous avons sur le plan économique et sur le plan environnemental. Et qui parle bien sûr de véhicules endommagés. On va tout de suite dans les garages et le rapport évoque notamment l'impact de nos garages sous les manguiers. Alors absolument, alors vous avez entièrement raison de le dire et vous le soulignez d'autant mieux qu'en fait c'est un des rares points qui n'est pas adressé dans ce rapport. Parce qu'effectivement on parle des automobilistes mais on a deux préoccupations. Nous avons les garages sous les manguiers comme on dit et parfois il y a des magiciens dans ces garages, il faut le reconnaître. Mais la vérité, on fait comme on peut. Ce sont des magiciens. Mais la vérité aussi. Magicien sous manguier. Magicien sous manguier. Mais la vérité aussi, c'est que malheureusement, quand on regarde nos garages artisanaux, nos magiciens sous les manguiers, on se rend compte où est-ce qu'ils vont jeter les huiles? Où est-ce qu'ils vont jeter, quand ils font une vidange, quand ils font quelque chose, où est-ce que tout cela termine? Cela termine automatiquement sur les sols. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'améliorer un petit peu ces garages sous les manguiers, mais parfois je me pose aussi la même question sur les grands concessionnaires que nous avons. Parce qu'il y a vraiment une stratégie extrêmement importante de gestion des pneus usés, des batteries, des huiles, etc., etc. Donc les garagistes sont ceux qui vont nous aider à avoir les véhicules les moins polluants possibles. Si le portefeuille suit, c'est ça aussi le problème. Oui. Alors, parlons de portefeuille, ça c'est bien beau. Alors, la question à deux sous, c'est comment rendre le transport moins polluant? Comment rendre le transport moins polluant? Mazette, en fait, c'est affligeant tellement il y a de solutions pour cela. La première chose, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. On se rend compte que quand on est derrière un véhicule, on voit des véhicules qui dégagent des fumées noires gigantesques. Mais ça ne doit pas exister. Un véhicule qui dégage une fumée noire gigantesque, il surconsomme de l'huile, il surconsomme de l'essence, donc il coûte beaucoup plus cher pour la personne qui est au volant de ce véhicule, et du coup ça pollue pour nous. Après, on peut jouer sur les routes, on peut jouer sur les modes de transport, on a des véhicules électriques, on a tout un ensemble de choses. Donc il n'y a malheureusement que des solutions à apporter à tout ça, et c'est ça finalement qu'il faut véritablement qu'on commence un petit peu à mettre en ordre pour apporter aux populations. Et malheureusement, les populations aussi jouent un rôle sur la pollution du transport. Et tout ceci régulé par un État, qu'est-ce qu'il gagnerait notamment le pays que gagnerait le pays à améliorer sa mobilité urbaine? Ça va être très simple. Vous avez vu le chiffre 1200 milliards de francs CFA par an, 4,1 milliards de francs CFA par jour. Ça veut dire qu'en fait, le rapport nous dit, mais si on améliore la qualité du transport en Côte d'Ivoire, on va gagner minimum 1% du PIB. Ça veut dire que si on avait 100 francs, l'État a 100 francs, il perd 1 franc chaque jour uniquement à cause de la qualité de son transport. Donc l'amélioration du transport, l'amélioration de la fluidité, ça va nous apporter beaucoup de choses. On dit qu'on a 10 millions d'Ivoiriens, d'Abidjanais qui sont sur les routes chaque jour. Mais s'ils perdent 3 heures, si on peut sauver 2 heures de transport, ça nous fait 20 millions d'heures de travail disponibles. Vous imaginez tout ce qu'on peut produire en 20 millions d'heures de travail? Donc la qualité du transport nous coûte beaucoup et l'améliorer, c'est améliorer l'économie de notre pays. Ensuite, on va parler bien sûr des enjeux. Quel autre enjeu nous présente le rapport? Alors, la deuxième partie des principaux enjeux de son rapport, c'est ce qu'on appelle les enjeux sociaux et surtout nos fameux enjeux civiques. Donc, c'est la deuxième petite capsule vidéo qu'on va vous présenter ce matin. Donc, toujours pour vous présenter le rapport et qui nous sera lancé par la régie. Voilà, ça apparaît à l'écran maintenant. Donc les enjeux sociaux, ce sont forcément les enjeux humains et les enjeux civiques, ce sont naturellement les comportements que nous avons sur le terrain. Alors, directement, pour les enjeux sociaux, qu'est-ce que l'on observe? On observe que vous avez pratiquement 40% des déplacements quotidiens sur Abidjan qui sont faits à pied. Pas parce que c'est un choix, mais parce que nous n'avons pas le choix, justement, parce que c'est imposé, c'est la pauvreté. Et quand vous allez chez les populations les plus vulnérables, 60% des déplacements vont se faire à pied. C'est encore beaucoup de temps, c'est encore beaucoup de fatigue, surtout quand il fait extrêmement chaud. Maintenant, si on regarde ceux qui ont la chance de prendre des véhicules, on se rend compte que 41% des déplacements se font en véhicule individuel,
en Woro-Woro ou bien en Baka. Et seulement 6% des transports vont se faire en bus Sotra. Mais si vous comparez avec d'autres villes comme Zurich, 40% des transports se font en transport de masse. Et puis à Paris, 35% des transports se font en transport de masse. Et automatiquement, quand vous avez à la fois des véhicules qui ne sont pas en bon état, des routes qui sont abîmées à cause de certains comportements, vous avez de plus en plus d'accidents. Et vous vous rendez compte que Abidjan est une des villes qui a le plus grand nombre d'accidents par rapport à d'autres comme le Ghana ou comme le Nigeria. Ce à quoi on ne s'attendrait pas. Donc maintenant, en termes d'enjeux civiques, forcément, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous avez un maximum d'incivilité, si vous avez des irrespects au niveau du code de la route, etc., ben, naturellement, vous avez plus d'accidents, vous avez beaucoup plus de problèmes. Donc ça veut dire qu'en plus, on se retrouve avec des routes qui sont bloquées, pas simplement parce que les véhicules sont là, mais parce que vous avez des gens qui sont sur la route. Je prenais ma route de Grand Bassam, ce matin c'est jeudi, vous allez vous rendre compte que dès que le marché va ouvrir, sur 3 voies, nous allons perdre complètement une voie. Et donc, tous les embouteillages, toutes les conséquences que ça va avoir. Mais en plus de ça, on sait très bien que lorsque vous avez des habitations ou bien des personnes qui s'installent sur les caniveaux, sur les réseaux d'assainissement, qu'est-ce qui va se passer? On bouche les réseaux d'assainissement et là, non seulement la route va se dégrader, mais en plus de ça, quand les pluies vont arriver, des inondations, des glissements de terrain, des maisons qui sont abîmées, des personnes qui sont malheureusement blessées, comme l'an dernier en mai 2018. Ça y est, 2018. Donc, on se rend bien compte que cette fichue question de transport ne nous pose que des problèmes. Et pour une fois, j'ai envie de dire, ce n'est pas simplement la responsabilité de l'État, parce qu'on aime bien appeler la responsabilité de l'État, c'est avant tout notre responsabilité, parce que c'est nous qui sommes sur la route. Mais là où il y a la responsabilité de l'État, il faut avoir le courage de le dire aussi, Cédric, c'est que c'est une volonté. On a la lagune à Abidjan, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir en marchant. Vraiment, je pense que c'est une question de volonté aussi. Moi, déjà, le fait que ce rapport soit fait par la Banque mondiale, ça me gêne. Parce qu'il faut un peu plus de rapports édictés qui sont faits par des gens, par des locaux ici, qui connaissent les réalités, qui savent, par exemple, que chez moi, à Diekabo, pour qu'une femme puisse accoucher, c'est sur un vélo qu'on la transporte. Exactement. Voilà, il faut le transport adapté à nos spécificités. On a parlé de Zurich, de Paris, mais ça s'est fait avec des volontés fortes. Il faut que c'est bon pour la santé des populations, c'est bon pour l'environnement, c'est bon, c'est tout bénéfique. C'est tout bénéfique. Alors ma question, pourquoi le transport de masse est-il délaissé? Pourquoi le transport de masse je serais incapable de répondre à cette question, Marcelin, parce que ça m'afflige autant que vous. C'est rare, hein, oui. Rarement que vous soyez sans ressources. Absolument. En fait, moi, je prends un exemple bête. On a la Sotra, comme vous l'avez dit, on a la lagune. On a la chance d'avoir sur Abidjan un magnifique réseau de transport lagunaire. La Sotra, avec ses bateaux, elle avait ses bateaux. Et puis, on voit arriver 2 nouvelles compagnies privées. Alors, normalement, si vous avez 2 nouvelles compagnies privées qui arrivent, c'est qu'il y a effectivement un volant d'affaires, il y a des opportunités économiques. Pourquoi est-ce que la Sotra a mis autant de temps à développer son réseau de bateaux? Ça marche. Et puis après, quand vous arrivez sur les gares lagunaires, vous allez vous rendre compte que vous avez les bateaux des sociétés privées qui sont en opération. Et puis à côté, vous vous rendez compte qu'on a les bateaux de la Sotra qui sont un petit peu en ralentissement. Donc on a véritablement des réponses à apporter. De la même journée, de la même manière, quand on a inventé, moi je me rappelle, le premier Woro, c'était en 1984. On payait 25 francs pour faire Riviera jusqu'à Cocody. J'adorais ça pour me déplacer. Mais si on a fait ça, c'est qu'on n'avait peut-être pas assez de financement pour lancer les transports publics. Aujourd'hui, on a trop de véhicules. Je vous fais un aveu. Moi, j'ai passé mon permis moto à l'âge de 16 ans quand j'étais à Abidjan. Je n'ai passé mon permis voiture qu'à l'âge de 35 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait mes études. 10 années suivantes, et j'étais en Europe, je travaillais, en Angleterre, en France, etc. Je n'ai jamais eu besoin de prendre une voiture, du métro, du bus, etc. Et c'est quand je suis rentré au pays, là, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille prendre mon permis de conduire, de voiture, parce que la moto, c'est compliqué, même si j'adore rouler en moto, et j'ai pas d'autre choix. J'ai pas autre choix. Si je vais au travail en costume, je vais arriver en sueur, etc. Donc on n'a pas le choix. Et c'est dur pour toutes les populations. Oh, zut, j'aurais bien aimé sourire un peu. Mais là, Marcelin fait bien de toucher du doigt la volonté qui doit être manifeste maintenant, parce que cela, il va aussi de l'économie. Plus on faciliterait les moyens d'accès aux différents travailleurs, c'est clair que l'économie s'emporterait bien. Voilà. Cédric, c'est ici qu'on est obligé de s'arrêter. Ça marche, c'est parfait. On a été super heureux, franchement, moi je le dis Merci toujours à nos consultants. Vous avez vraiment respecté notre plateau. Vous êtes venus avec votre fougue militante et surtout pour le bon sens, pour tous ceux qui nous regardent. Et je sais qu'ils ont été très heureux de compter sur votre sagacité, sur vos analyses. Et donc, Alix,
Cédric, c'est sa dernière aujourd'hui. Hein? Eh oui, c'est sa dernière pour la saison 2018-2019. C'est vraiment, ça a été un honneur de partager ce plateau-là tous les jeudis avec vous et pour, bien sûr, la lutte pour la préservation de l'environnement. Merci infiniment pour votre contribution. Qu'est-ce que vous retenez de... Moi, du plaisir que j'ai chaque jeudi à être avec vous, du plaisir que j'ai à partager toutes ces informations avec vous, surtout le fait que c'est une des rares antennes qui nous permet de travailler sur tous ces éléments. On a pu présenter énormément de choses, j'espère qu'on a pu sensibiliser des personnes, j'espère qu'on a pu apporter des réponses aussi bien aux populations qu'on a pu stimuler un petit peu le gouvernement. Je pense qu'il faut aussi remercier toutes les personnes qu'on ne voit jamais sur ce plateau, parce que c'est vrai qu'on nous voit tous les trois, mais pour que ceci soit possible, il y a énormément d'autres personnes derrière en régie qui vont travailler avec nous. Et puis aussi un petit merci naturellement à mes équipes, parce que c'est vrai que moi, quand vous me voyez, je vous délivre quelque chose, mais les pauvres, ils souffrent pour vous délivrer. La collecte, c'est pas Merci. Exactement. Merci beaucoup. Les échos indépendants que nous avons vraiment montrent que les Ivoiriens apprécient beaucoup le travail que vous faites. Rappelez-vous que Matin Bonheur a été primé du GIFAC. Au GIFAC, oui. Ça veut dire que ce travail, non seulement que vous faites, nous on l'apprécie tous, mais c'est aussi un travail qui est considéré comme extrêmement important par toute la communauté du développement durable de la Côte d'Ivoire. Donc en fait, c'est moi qui vous remercie. Vous venez demain pour la dernière? Vous êtes invité. Hein, oui, absolument. Je serai là, je serai avec vous depuis Grand Bassam. Non, on a besoin de vous sur le plateau. Vous devez être là avec nous. Vous devez venir, c'est la dernière. On va fermer en beauté cette saison. Après, on referme la boutique et on jette la clé momentanément. Pendant qu'il ne faut pas la perdre. Aller chercher la clé à nouveau. Merci beaucoup à vous d'être avec nous ce matin.